Nathalie Liberator pour Au Cœur à Corps. Je suis praticienne en psychologie positive et intervenante en médiation animale par le cheval. J'ai la passion des chevaux depuis toujours et aujourd'hui j'accompagne des personnes en situation de handicap ou pas, des adultes, des enfants, des personnes âgées. Ce type d'accompagnement qui mêle à la fois la psychologie positive et la médiation animale par le cheval, c'est un accompagnement bref, très personnalisé. La personne va venir là où elle en est dans son cheminement personnel, sur un lieu non conventionnel, avec un ajustement en permanence. Je reste vraiment en contact avec les personnes entre les séances également. Le défi d'aujourd'hui, c'est de structurer le site pour pouvoir élargir la palette de propositions, notamment par exemple pour pouvoir créer de petits groupes de personnes, alors des groupes restreints, c'est important par rapport à l'intimité que je propose dans la prestation de services, notamment pour les personnes concernées par le cancer. Le trophée, c'est surtout pour moi la reconnaissance de la force du lien, de la force de la relation, de l'alliance thérapeutique et de ce que l'on peut faire les uns pour les autres, les uns par les autres. J'ai besoin de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap, besoin d'aménager le site au niveau de l'accessibilité. Donc effectivement, c'est très important cette reconnaissance-là pour pouvoir continuer dans tous mes projets. Bonjour, Nathalie Liberator pour Au Cœur à Corps. Je vais vous présenter un petit peu des petits outils pour se faire du bien au quotidien avec la psychologie positive et la médiation animale par le cheval. Voilà, au travers de petits diaporamas, un petit PowerPoint. Voilà, donc j'ai intitulé Un voyage au cœur de soi hors du temps, une pause de bien-être, un ancrage dans le corps pour réapprendre à être. On verra un petit peu ce que cela veut dire tout au long de la présentation. En résumé, on va parler de prendre soin de soi. Donc je suis praticienne en psychologie positive et intervenante en médiation équine et bientôt sophrologue. Et donc j'ai vraiment ces approches-là ont conforté mon naturel optimiste et je veux vraiment partager ces outils-là qui sont assez simples à utiliser au quotidien. Pour cela, moi je vous propose un petit programme qui est le suivant. Donc vous parlez de cette conférence, pourquoi cette conférence, parler un petit peu de la psychologie positive, et puis de quelques principes fondamentaux et outils avec, alors je ne vais peut-être pas tout énumérer, mais on va parler des forces de caractère, des valeurs, l'attention, le biais de négativité, donc on va voir ça au fur et à mesure de la présentation. En seconde partie, je vous parlerai un petit peu de la médiation équine, je travaille avec les chevaux, mes partenaires, et puis en troisième partie, une petite séance de pratique avec des photos et un exemple de situation. Voilà, j'espère que ça vous va, et si ça vous va, on peut y aller. Alors, pourquoi cette conférence? Donc là, vous avez quelques images d'émotions, puisqu'on parle pas mal d'émotions en psychologie positive, et de pensée. Ben voilà, c'est à un moment donné dans notre vie, on ne sait plus trop où on en est. J'ai mis quelques exemples, je ne sais plus où j'en suis, je suis stressée, je suis déprimée, je suis submergée, j'ai des pensées plein la tête. On a besoin de faire un point aussi dans notre vie de temps en temps, donc, on voudrait aller mieux. Donc c'est pour ça que je propose cette conférence, parce que avec des outils simples au quotidien, on peut vraiment améliorer les choses et aller mieux rapidement. C'est pour ça qu'on parle de thérapie brève, puisque ce sont des accompagnements de moins de 10 séances et puis des outils à pratiquer tous les jours. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? Donc la définition, je la lis telle que je la présente là. La psychologie positive, c'est l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. En fait, il n'y a pas de psychologie négative, hein, le terme n'est pas forcément
approprié, puisqu'il y a, on va plutôt parler de ce qui se passe dans la vie, des hauts et des bas, et puis comment on va pouvoir, avec les outils de la psychologie positive, comment on va pouvoir appréhender les choses en développant nos ressources, en développant ce qui va bien pour nous. Et on va parler plutôt d'aller vers les solutions par des actions, plutôt que de se focaliser sur les problèmes. Voilà, un petit peu une autre explication, c'est qui résonne avec ce que je viens de vous dire. On va renforcer ce qui va bien chez les personnes. On va essayer de le maintenir, l'intensifier et d'utiliser en fait toutes nos compétences qui sont déjà présentes, toutes nos valeurs, toutes nos forces de caractère. Et on verra bien d'autres choses au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des actions pour un mieux-être et pour que cela dure en fait dans le temps, pour que l'on apprenne à se connaître et petit à petit à améliorer notre quotidien. Donc oui, quelques principes fondamentaux, je suis passée un peu vite sur le titre. On va parler donc des valeurs, ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure dans la présentation, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque les valeurs, c'est un petit peu notre boussole de vie, notre direction, ce vers quoi on veut aller dans la vie, ce qui est important pour nous, ce qui est fondamental. On pourrait y répondre par ces questions-là. Quel sens voulez-vous donner à votre vie? Qu'est-ce qui compte profondément pour vous? Quels sont les domaines les plus importants de votre vie? Par exemple, ça peut être les domaines comme le travail, les loisirs, les relations, le développement personnel, la santé. Voilà, qu'est-ce qui est important dans ces domaines-là, dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous voilà, j'ai marqué de votre court passage sur la planète, parce que oui, la vie passe vite, et donc c'est important d'aller vers là où on veut et de donner du sens à sa vie. Donc on parle beaucoup des valeurs et aussi des forces de caractère. Alors les forces de caractère, ce sont nos valeurs en action, c'est-à-dire c'est notre façon de se comporter, de penser, de ressentir, c'est ce qui favorise des performances optimales, ce qui va nous permettre d'aller bien, d'aller mieux, d'agir selon nos convictions aussi. Puis donc on a tous des forces de caractère, on en a 24 selon des études de psychologues, et parmi ces 24 forces, on en a qui sont prépondérantes, on va dire, on appelle ça la signature de force, et quand on les repère, on peut les utiliser, on peut mieux les utiliser et vraiment nous faciliter les choses. Donc voilà, il y a une partie du travail sur nos forces de caractère. Ensuite, dans les principes fondamentaux, on va parler de l'attention et du biais de négativité. Alors, le biais de négativité, vous avez tous sûrement entendu parler du verre à moitié plein, donc c'est un petit peu... on est câblé comme ça, cela vient de notre histoire, du temps de... Alors, dans l'exemple qui est cité souvent, c'est l'exemple de l'homme des cavernes, qui, lui, n'était pas là à se dire, à prendre le soleil dans un pré et se dire, ouais, il fait super beau aujourd'hui. Il était plutôt à penser à ce qui allait se passer dans la journée pour lui, ce qui était sa survie, en fait. Et donc, pour nous, dans sa survie, c'est de veiller à ce que tout se passe bien, à ne pas être attaqué par une tribu, par d'autres personnes, enfin, veiller à avoir sa nourriture. Et nous, on est resté avec ça, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas en mode survie. On a quand même la majorité, un toit, un travail. Enfin, dans l'ensemble, on va bien. Et on a tendance, malgré tout, à regarder ce qui ne va pas. Donc, pour cela, c'est important de réapprendre à voir les choses qui vont bien. C'est vraiment un entraînement. On parle de plasticité cérébrale pour pouvoir entraîner notre cerveau à voir ce qui va bien. On peut aussi réfléchir par l'absence, c'est-à-dire si on n'avait pas ça, et se rendre compte qu'on a beaucoup de chance et savourer tout ce que l'on a déjà dans notre vie. On peut aussi effectivement parler de ce qui est difficile et aussi de ce qui va bien, puisqu'on a tendance à parler de ce qui ne va pas et oublier de dire ce qui va bien aussi, et c'est vraiment important de valoriser ça au quotidien. On a un autre principe qui est l'habituation, la comparaison sociale, c'est-à-dire que rapidement on s'habitue à ce que l'on a, à ce qui nous fait plaisir. On va un plaisir rapide, on va s'acheter quelque chose, on est content, puis rapidement, hop, ça redescend. Et c'est pour ça que j'ai marqué comme outil la gratitude, c'est le fait d'apprécier ce que l'on a déjà,
Et j'ai mis l'exemple du poisson rouge qui, pour lui, toutes les 3 secondes, elle va tourner dans son bocal et toutes les 3 secondes, il va redécouvrir son trésor. Et c'est un petit peu ça, c'est à nous de nous dire, on a quand même la chance d'avoir ça et de le voir et de le revoir et de s'en imprégner en fait, parce qu'on passe rapidement à autre chose et puis après c'est une escalade d'attente en fait, on va toujours chercher, on va comparer à ce que l'autre a et c'est voilà, c'est des choses que l'on peut un petit peu changer aussi. Les croyances limitantes ou pensées automatiques, j'imagine que vous en avez aussi déjà entendu parler, c'est des choses dont on parle régulièrement, c'est-à-dire quand on est un peu comme dans une fatalité à se dire c'est comme ça, c'est la vie, moi je sais, je suis comme ça, c'est ma façon d'être et ça ne peut pas changer, ça a toujours été comme ça. Et en fait, on peut se rendre compte que c'est notre cerveau qui produit ces pensées-là et qu'on peut changer les choses et qu'on est imprégné de notre histoire, de ce que l'on vit dans le contexte sociétal, environnemental. Et on peut sortir ça s'appelle défusionner de ces pensées, c'est vraiment d'essayer de nous décoller de ces pensées-là et de se dire non, ça c'est pas moi, c'est quelque part c'est mon cerveau qui me dit que et c'est pas la réalité. Je sais pas, oui, j'ai un exemple, par exemple, c'était de se dire on est dans un embouteillage et au lieu de penser c'est pénible, je ne serai jamais à l'heure pour mon rendez-vous, ça va générer de l'agacement, du stress, on peut aussi se prendre des risques en voiture. On peut essayer de repérer cette pensée et de se dire ok, je vais être en retard, je n'y peux rien, je vais en profiter pour écouter un CD ou pour écouter un podcast et ça va générer du calme et puis peut-être si on écoute un podcast qui nous intéresse en voiture, on peut aussi apprendre de l'apprentissage et on va changer nos actions en fait. Voilà. Donc on parlera encore un peu plus loin des pensées dans ce que je vous présente. La décentration. Alors ça, c'est vraiment important dans la relation à deux, c'est-à-dire ou avec d'autres personnes, de se rendre compte que on ne pense pas tous la même chose. Sur une même situation, on va avoir un visuel différent. Et c'est vraiment intéressant de décortiquer ça. Par exemple, je vous donne un exemple d'une petite BD que j'aime bien, la BD des émotions de Art Mela. Elle parle, il y a un petit extrait que j'ai appelé les chaussettes de la colocation. C'est pour vous montrer sur une situation, voilà, il y a des chaussettes qui traînent dans le salon et il y a 3 personnes en colocation. Alors dans la BD, il y a un rat, je crois, un renard et puis un cochon. Et en fait, c'est le renard, quand il arrive du travail, il enlève ses chaussettes, il se met sur le canapé et pour lui, les chaussettes par terre, ça veut dire je suis arrivé, je fais plus rien, je suis tranquille. Le cochon, lui, quand il passe, s'il voit les chaussettes par terre, ça lui fait absolument rien. Il prend les chaussettes, il les ramasse, il va les mettre au panier à linge. Et puis le rat, lui, il ne supporte pas et il pense que c'est contre lui. Et il se dit oui, mais il ne me respecte pas, il met ses chaussettes dans le salon. Et voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'à un moment donné, on n'a pas tous les mêmes points de vue sur une même situation. Et souvent, ça génère de l'incompréhension, des émotions désagréables. Donc c'est important de repérer ça, de se dire un petit peu comment l'autre voit mon monde en fait et comment moi je vois le monde de l'autre. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que ce sont l'outil de langage. Alors, moi j'aime bien parler de ce mais, quand souvent dans une phrase, on utilise le mais, et on ne se rend pas compte que quand on utilise le mais, la plupart du temps, on annule ce que l'on vient de dire en fait. Et c'est... Alors, des fois on voit quand on écoute les hommes politiques à la télé, maintenant ils disent un peu moins mais, ils disent cependant et en même temps, voilà, ils changent un petit peu. Et ce qui est très intéressant, c'est de remplacer le mais par un donc, parce que ça va faire bouger les choses, ça va amener à une action. Donc j'ai marqué un exemple qui est par exemple, j'ai très envie de venir te voir, mais je n'ai pas le temps. Si on remplace le mais par le donc, ça va devenir j'ai très envie de venir te voir, donc, je vais m'organiser pour cela. Ça induit une action, ça amène du positif et ça fait bouger. Je vous invite à l'utiliser parce que c'est pas très compliqué. Vous verrez que combien de fois on dit mais sur une affirmation et donc c'est très intéressant d'utiliser le donc.
Un autre exemple, c'est quand on dit c'est dommage. C'est dommage, ben, ça ne sert pas à grand chose. Parce que si on dit c'est dommage, soit c'est quelque chose qui est déjà passé, soit c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas agir. Donc je vous invite aussi à vous écouter dire ou entendre c'est dommage. On aime bien mettre aussi du et à la place du ou. Parce que quand on dit ou, je vais faire ça ou ça, c'est restrictif en fait. Et si on met du et, ça ouvre. Et ça, c'est intéressant dans certaines situations. Important de parler de je, c'est-à-dire ça, vous connaissez aussi Jacques Salomé qui a dit le tu, c'est-à-dire quand on dit à un enfant tu vas tomber, ça n'a pas du tout l'incidence de lui dire j'ai peur que tu tombes, puisque c'est ma propre peur, on ne sait pas s'il va tomber ou pas, donc c'est un outil vraiment important aussi. Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, au lieu de dire désolé, de dire merci. Et c'est simple à utiliser aussi. Par exemple, au lieu de désolé, je suis arrivée en retard, c'est merci de m'avoir attendu. Ça change, voilà, c'est formulé un peu de manière positive et c'est plus agréable. Au lieu de toujours et jamais, c'est vraiment important de dire pour le moment. Quand on vit une situation difficile, de bien se rendre compte dans l'espace-temps que c'est en ce moment, c'est compliqué, mais ça ne sera pas toute la vie. Enfin, on va faire en sorte d'améliorer les choses. Donc c'est vraiment important de rajouter pour le moment ou en ce moment, c'est compliqué. Voilà, ça c'était des petits outils de langage. Ensuite, les pensées, donc on en a un petit peu parlé. Les pensées, c'est énorme. On entend beaucoup de personnes aussi qui disent « mais j'arrête pas de penser, ça m'empêche de dormir ». Et effectivement, on a au moins 50 000 pensées par jour. Et la plupart sont négatives. On a parlé tout à l'heure du biais de négativité. Donc c'est vraiment plus facile pour le cerveau de penser. Il faut essayer de repérer quand on pense à quelque chose. On va beaucoup plus facilement sur quelque chose qui ne va pas que plutôt que sur quelque chose qui va bien. Un exemple comme quoi on ne peut pas contrôler nos pensées, parce que souvent on dit je voudrais ne plus penser, ou c'est pas possible en fait. Si je vous dis concentrez-vous et ne pensez pas à un chat, là, alors je n'ai pas d'échange là avec le public, je ne vous vois pas ce qui est derrière, mais j'imagine que vous pensez tout de suite à un chat. Et c'est pour ça que c'est important de les accueillir, de se rendre compte de nos pensées. On va en parler encore un peu plus loin. Et d'essayer de les changer en fait. On peut changer nos pensées. On ne peut pas changer les circonstances, hein, ce qui se passe là à un moment donné, voilà, j'appelle mon fils qui ne répond pas au téléphone, ça on ne peut pas le changer, c'est une circonstance qui est neutre. Par contre, je peux penser, il a peut-être eu un accident ou il est peut-être pas rentré chez lui, c'est pas normal, mais je peux aussi penser, ok, il ne répond pas. Peut-être que son téléphone est en silencieux, il est peut-être sous la douche, il est peut-être en train de dormir, et c'est complètement différent. Ça amène un apaisement au lieu d'une inquiétude, puisque si je me dis il a peut-être eu un accident, parce que je savais qu'il devait rentrer ce soir un peu tard, eh ben, ça va amener une inquiétude qui n'est pas utile, puisque c'est que de l'imagination. Alors que si je pense il est peut-être sous la douche, il doit dormir, ben, tout de suite ça va apaiser la situation. Et dans la plupart des cas, c'est pas la situation grave qui s'est produite. Vous pouvez faire l'expérience combien de fois vous pensez oh là là ça va mal se passer, et puis en fait ça se passe bien. Dans les outils, il y a le modèle de Brooke Castillo, c'est une américaine qui justement permet de penser à décortiquer donc une circonstance, une pensée, une émotion, une action. Je vous donne un exemple pour illustrer que sur des petites choses du quotidien, d'utiliser cet outil, c'est intéressant. Par exemple, j'ai mon téléphone qui est déchargé. Donc, dans les faits, mon téléphone est déchargé. Mon chargeur est à l'étage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rouspète, je râle. Je me dis, ma pensée, c'est « Oh là là, il faut que je monte chercher mon chargeur à l'étage. » L'émotion, c'est que ça m'agace. Et l'action, je vais quand même chercher mon chargeur de téléphone. Si je le prends différemment, je me dis, bon, mon téléphone est déchargé. Puisque mon chargeur est à l'étage, je vais monter les escaliers. En montant chercher mon chargeur à l'étage, ça va me faire un peu de sport.
c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'au niveau émotion, je ne suis plus du tout dans l'agacement et je vais aller chercher mon chargeur comme c'était le résultat, l'action qui devait se faire. Et en fait, ça change les choses maintenant. C'est devenu automatique. C'est-à-dire quand mon chargeur est à l'étage, j'y pense même plus et je monte les escaliers en me disant, je pense même plus. C'est quelque chose qui est une action qui est imprégnée, quoi. Une pensée positive qui est imprégnée, voilà. On parle aussi dans les outils de la pleine conscience ou la pleine présence, c'est-à-dire c'est de vraiment être ici et maintenant. Quand on fait quelque chose, de ne pas être en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure, ce qui s'est passé hier, mais non, on est juste là en train que ça peut être, j'ai mis comme exemple se brosser les dents, ça peut être on est en train de laver un verre. Eh ben, quand on fait une action, on est ici et maintenant et pas dans nos pensées. Voilà. Il y avait un autre outil qui s'appelle chanter vos pensées, c'est-à-dire à un moment donné, quand on se répète, c'est pour défusionner avec ses pensées. C'est vraiment pour se rendre compte que ce n'est qu'une pensée. Quelqu'un qui se dit tout le temps « mais je suis nul, j'y arriverai pas », il y a un petit outil qui propose de chanter ses pensées. Pendant 1 minute, vous essayez vraiment de chanter ça. Je suis nulle, je n'y arrive pas. Alors moi, je ne vais pas chanter, je chante faux, mais sur un air de comptine comme Une souris verte ou sur Joyeux anniversaire. Et essayez-le et puis vous verrez un petit peu ce qui se passe au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette pensée? Comment vous pouvez l'observer? Voilà ce que je peux vous proposer comme outil par rapport aux pensées. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, l'observation, d'utiliser nos 5 sens, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc là, je vous fais juste une présentation, j'avance un petit peu. Et ensuite, on va parler des émotions. Les émotions, on en parle beaucoup en psychologie positive. Et ailleurs aussi, hein, évidemment, voilà, moi c'est ma partie, la psychologie positive, mais on en parle beaucoup de nos émotions. Elles sont là tout le temps, présentes, et elles font partie de notre quotidien. Donc une émotion, c'est une réaction affective passagère d'intensité plus ou moins forte, déclenchée par un événement, un changement. Elle vient nous délivrer un message. C'est aussi une mise en mouvement, c'est une énergie qui nous met en mouvement. C'est pour ça que j'avais mis un petit panneau directionnel là sur le PowerPoint, parce que on peut voir que certaines émotions vont nous... La peur, par exemple, va nous faire reculer. La tristesse va nous faire aller vers le bas. C'est un mouvement qui est vers le bas. D'ailleurs, on traite des personnes on aide des personnes qui sont pas bien, qui sont déprimées, qui se tiennent comme ça, en les aidant à se redresser, ne serait-ce que par des exercices de respiration, mais ça change les choses en fait, puisque le corps et l'esprit sont liés. Et donc observer ces émotions, c'est vraiment très très important. Oui, j'ai noté une même situation sera perçue différemment par chacun. C'est un petit peu l'histoire de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les chaussettes de la colocation. Donc ça ne va pas faire la même émotion. Une va être en colère, l'autre va être complètement indifférente. Ça c'est important aussi de se rendre compte de ça. Et de se rendre compte qu'une émotion vient nous délivrer un message. Alors, quel est le message? Quand on a un événement négatif, quelque chose qui ne nous convient pas, donc c'est une émotion désagréable qui révèle un besoin qui est insatisfait. Et un événement qui nous va bien, ça va nous révéler des besoins satisfaits. Alors, ça c'est une question importante. Je pense que je vais vous donner un petit peu des exemples des besoins. Pour savoir quel est le besoin, voilà, j'ai mis quelques questions. Qu'est-ce que j'aimerais vivre et que je ne vis pas actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe et quel est mon besoin qui serait nourri si cela se passait? C'est vraiment important à un moment donné, si on a une colère qui est récurrente, ou une tristesse aussi, à un moment donné, de se regarder un peu, de s'observer, de se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour moi là en ce moment? Qu'est-ce qui ne me satisfait pas? Et ça nous permet de mieux se connaître et de régler un petit peu certaines choses au quotidien. Oui, je vous ai mis cet extrait là de Positran. Par exemple, si on parle de la joie, le message, ça peut être le succès, on vient de passer une épreuve, de réussir une épreuve. Le besoin, c'est de partager la joie, on aime bien partager la joie, on partage d'ailleurs toutes les émotions sont bonnes à partager.
La peur, par exemple, le message, ça peut être un danger, quelque chose d'inconnu. Donc, quel est notre besoin à ce moment-là? C'est peut-être un besoin de protection, un besoin de sécurité. La colère, donc on peut se sentir bafoué, on peut se sentir, on n'est pas bien, on n'est pas en accord avec une autre personne, par exemple, ou avec nos valeurs. Donc le besoin, ça peut être de l'écoute, de la reconnaissance, et puis des fois de fixer des limites, en fait, si on est dans une relation de couple et que l'autre interfère un petit peu dans nos limites, et voilà, ça peut amener de la colère. Donc c'est important de repérer le besoin et puis peut-être à ce moment-là d'aller en parler et de dire, voilà, moi mon besoin c'est ça, et j'aimerais qu'on en parle, et ça peut un petit peu désamorcer les choses. Pour la tristesse, ça peut être le message, une perte, la séparation. Donc on a besoin de réconfort, de faire des actions significatives, c'est-à-dire d'agir par rapport à ça, d'aller voir peut-être des personnes, d'en parler. Et le dégoût, donc le message peut être quelque chose de nocif, et donc un besoin d'éviter cela, de le mettre de côté. Voilà. Alors, une des premières façons, c'est d'accepter ou d'accueillir nos émotions. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, hein, bien sûr. Accepter, c'est simplement de constater un petit peu, recevoir, accueillir, de laisser les émotions exister là, comme elles sont. Voilà, là je suis en colère, ok, je suis en colère. Et puis ensuite, on va un petit peu observer tout ça. Mais la première chose, c'est vraiment importante, c'est de se rendre compte de ce qui se passe et d'accueillir nos émotions. Donc c'est pour ça que c'est le fait d'arrêter de lutter contre. On ne va pas chercher à supprimer ou à modifier ou à diminuer les émotions qui sont désagréables, mais on va repérer leur existence. On va les repérer pour pouvoir ensuite choisir si le message nous est utile ou pas. J'en avais vu cette notion là d'un niveau 1 et niveau 2 sur une émotion. Je peux vous donner un exemple sur une émotion de peur. Par exemple, on est tranquillement installé, puis il y a la porte qui claque très fort et hop, le premier niveau, c'est la peur, elle est là. C'est ok, je viens d'avoir cette réaction de peur. Le deuxième niveau, c'est à un moment donné, je vais choisir ce que je peux faire. C'est soit je viens d'avoir peur, mais je prends le temps de redescendre, de respirer, de me dire c'est juste la porte qui a claqué. Ou alors, je peux être direct au niveau 2 et je pars en courant. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important d'accueillir et de se rendre compte des émotions qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, je l'avais mis en exemple. Et donc, le vrai secret de la paix intérieure, c'est d'apprendre à accueillir toutes nos émotions, celles qui sont plaisantes comme celles qui sont pénibles. Et quand on accueille nos émotions plaisantes aussi, ça fait du bien. C'est pour ça c'est important de bien les repérer aussi. Tous les jours, on parle dans les outils de faire le soir, de marquer un petit peu les choses positives qui nous sont arrivées dans la journée, les choses agréables, de se rendre compte aussi de tout ce qui s'est bien passé. C'est important puisqu'on a, comme je vous disais au début, on a tendance à voir et à conserver en tête que ce qui s'est mal passé en fait, en tête et puis dans notre corps, puisque du coup, ce qui est désagréable va avoir aussi un impact sur notre corps. Alors, voilà. Donc pour en parler un peu plus concrètement par rapport à une émotion, on va un petit peu voir comment ça se passe dans notre corps. Parce que pour pouvoir accueillir cette émotion, il faut vraiment l'observer en allant au contact de ce qui se passe dans notre corps. L'émotion, c'est vraiment un changement physique. Par exemple, quand quelqu'un qui va être dans une anxiété avant de prendre la parole, par exemple, peut avoir les mains moites, on peut rougir, on peut ressentir de la chaleur. Il y a vraiment un changement physique, physiologique, et c'est important d'observer cela, de laisser là, quand on a une colère, par exemple, se dire là, je suis en colère, c'est à quel endroit dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis crispée? Est-ce que ça me serre au niveau du ventre? Est-ce que j'ai le cœur qui bat? C'est vraiment important d'observer ce qui se passe dans notre corps. C'est une façon de l'accueillir et de la laisser nous traverser et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir
accueillir et prendre si on a une réflexion par rapport à ce qui se passe, ben, à ce moment-là de la prendre. On peut nommer une émotion, ça c'est important quand on a quelque chose qui revient souvent. On peut avoir, on est une situation entre deux, par exemple on doit changer de travail, on ne s'est pas encore fait, et puis on se rend compte qu'on a un petit peu là quelque chose à la gorge, là, alors on peut la nommer, on peut dire bah, tiens c'est une angoisse que j'ai là, ça me gêne, commencer dans ma gorge, c'est un petit peu, c'est serré, c'est désagréable, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais un petit bout de caramel là, de collé dans ma gorge. Voilà, on prend le temps de l'observer et puis si elle revient régulièrement parce que c'est une période qui dure, ben on peut la nommer, c'est-à-dire ça peut être bah tiens c'est mon angoisse entre deux parce que je suis en train de changer de travail par exemple, hein, et le fait de la repérer va vraiment l'atténuer et on va pouvoir passer à autre chose. J'ai des petits exemples d'outils. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire pratiquer, parce qu'on est en conférence, pas en présentiel, mais je peux essayer de vous dire un petit peu quand même. J'imagine que vous avez aussi entendu parler de tous les outils de respiration. On en parle beaucoup, on parle de la cohérence cardiaque. Et j'aime bien la respiration en carré, que moi j'ai appris au yoga, qui permet de se détendre et de sortir de nos pensées. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est dans notre corps, avec nos 5 sens, on n'est plus dans notre tête, on n'est plus en train de penser. Donc la respiration en carré, c'est une respiration qui est simple, où on va inspirer, on peut compter dans notre tête des temps. Par exemple, on inspire en 1, 2, 3, 4, 5 temps, puis on bloque notre respiration. On va bloquer sur 1, 2, 3 temps, par exemple. Et on va expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. De nouveau, on bloque avec donc les poumons vides. 1, 2, 3. Et on recommence. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la respiration en carré. C'est pour, donc on inspire, on bloque. Alors on inspire, on bloque, on expire doucement, on bloque et on recommence. Un autre exercice qui est 3 étapes en 3 minutes pour un retour à soi. Donc c'est pour se recentrer vraiment après, tout de suite là, après une contrariété, après un stress, c'est vraiment à un moment donné, on va se poser en 3 minutes. On va prendre une première minute où on va respirer profondément. Et sur la première minute, on peut essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, de se dire, c'est où que ça me contrarie, est-ce que j'ai les épaules qui sont crispées, j'ai mal au dos, comment je me sens. On prend une petite minute un peu pour essayer de voir dans son corps, essayer de voir un petit peu ce que l'on pense aussi, dans cette minute-là, quelles sont nos pensées. On peut essayer de voir aussi nos émotions. Est-ce que c'est du stress, est-ce que c'est de la colère, voilà, prendre une étape pour nous observer en 1 minute, en respirant profondément pour apaiser un petit peu les choses. Ensuite, sur la deuxième étape, la deuxième minute, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre conscience de un endroit de notre corps qui respire. On peut prendre conscience de la respiration haute, comme ça, avec notre thorax qui se soulève et qui s'abaisse. On peut prendre conscience de notre respiration avec le ventre, de nos épaules qui bougent quand on respire, ou simplement de l'air qui entre par les narines et qui sort. Donc juste prendre ce temps-là, de choisir un endroit dans notre corps qui respire, et de respirer paisiblement pendant 1 minute. Et dans la troisième étape, la dernière minute, c'est de ressentir tout notre corps entier qui respire, en fait. De vraiment ressentir, fermer les yeux, se détendre et ressentir cette respiration au travers de tout notre corps. Et lorsque on sera arrivé à cette troisième étape, je pense que vous pouvez essayer sur une prochaine fois quand vous avez une petite colère ou même comme ça, simplement pour prendre conscience de votre corps, de vos pensées, de là, comment vous êtes en ce moment même, qu'est-ce que vous êtes en train de penser, qu'est-ce qui se passe, puis de respirer. Et ensuite, à partir de là, on se pose un peu plus et si on a une décision à prendre, c'est important d'avoir fait un petit peu cette phase-là et de ne pas se précipiter dans une décision, par exemple, ou une verbalisation qu'après on va regretter. Voilà ce que je peux vous proposer.
Et sans transition, on va parler de la médiation par le cheval, parce que ce sont des partenaires fabuleux, merveilleux pour parler des émotions, pour parler de nous-mêmes, pour nous apprendre à nous connaître. Et j'ai la chance d'avoir des chevaux depuis plus de 16 ans. Et puis on en a des petits nouveaux, je vous montrerai les photos tout à l'heure. C'est vraiment un partenaire extraordinaire parce que c'est un animal qui est imposant et respectueux en même temps, qui nous donne sa confiance. Donc la définition de la médiation équine, c'est une médiation qui se pratique professionnellement, en individuel ou en petit groupe de 2 ou 3 personnes maximum. Moi j'aime bien vraiment rester avec très peu de personnes pour que les choses puissent se laisser libre cours à ce qui doit se passer avec ce magnifique animal. Donc cela se passe à l'aide d'un cheval dans l'environnement immédiat des personnes chez qui l'on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou améliorer leur potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif. Voilà, ça c'est la définition. La médiation par l'animal permet de développer différents champs d'intervention, aussi bien thérapeutiques, éducatifs que psychologiques. À ce titre-là, dans ma pratique, je reçois des personnes, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des personnes comme vous et moi qui ont envie de prendre un peu soin de soi, des personnes en situation de handicap. Et, enfin, le cheval, comme vous avez aussi, j'imagine, entendu parler de la médiation, il y a d'autres animaux avec les chiens. Moi, dans les partenaires, j'ai des chats et souvent ils sont au milieu et ils viennent amener un petit peu leur petite touche. Voilà, donc ça c'est une photo avec ma jument. Je vais vous les présenter après. Viens murmurer à mon oreille et je te dirai qui tu es. C'est vrai qu'avec le cheval, c'est une communication non verbale, donc il se passe beaucoup de choses par rapport à nos ressentis. Et le cheval, on dit que le cheval est miroir de nos émotions, il ressent beaucoup de choses. Et on ne peut pas aller voir un cheval si on est en colère au fond de nous et puis on affiche un grand sourire, mais dans notre ventre, on est noué. Le cheval là, va tout à fait toujours va le ressentir immédiatement en fait, et l'approche sera différente. On a besoin d'être avec le cheval tel que l'on est. On ne peut pas mentir en fait. Voilà. On a besoin de lâcher beaucoup de choses et d'être, tout à l'heure on parlait de la pleine conscience, la pleine présence avec un cheval, c'est ici et maintenant, et on va un petit peu lâcher nos soucis d'hier et ne pas penser à ce qui va arriver demain. On est obligé d'être là avec eux. Donc c'est un écrin de cœur à corps, c'est un peu comme ça que m'était venu le nom de mon entreprise. C'est parce que quand on parle des émotions, de toutes ces choses-là, de nos pensées, en fait on est toujours de notre cœur à notre corps, de notre corps à notre cœur, tout est lié. Et avec les chevaux, c'est magnifique ce qui peut se passer. Alors, je suis passionnée, hein, donc je vais essayer de limiter mon discours, sinon on en a pour des heures. Donc c'est un espace qui induit l'intimité, c'est-à-dire qu'il y aura la personne. C'est pour ça que je préfère être vraiment, si on peut en individuel, c'est mieux, par petit groupe aussi, mais c'est vraiment intéressant en individuel. Donc la personne qui accompagne est l'animal, et parfois il m'est arrivé de me retirer du trio là, parce que c'est tellement puissant ce qui se passe, la communication entre la personne et l'animal, que je laisse faire les choses. C'est vraiment, c'est apaisant, le cheval ne va pas vous juger, et il ne va pas vous renvoyer ses difficultés, et vos difficultés, enfin je veux dire, il est miroir de ce que l'on est, et il va révéler certaines choses en fait, il va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Ça peut être aussi juste un moment de câlin, ça peut être voilà, plein de choses, prendre confiance en soi, parce qu'il y a des règles avec les chevaux. Donc là, j'ai un peu vous dire ce que le cheval, ce que cela permet. On peut travailler, on peut observer ses ressentis en termes de pensée, émotion, sensation, tout ce que l'on vient de voir précédemment. Donc sortir de notre mental, sortir de notre tête et entrer dans notre cœur, dans l'émotion. On peut donc découvrir et développer la pleine conscience, ici et maintenant, ce dont on a parlé aussi. On va pouvoir découvrir ou cultiver nos ressources, nos forces de caractère, travailler sur la gestion de nos émotions. Parce qu'avec un cheval, si on arrive en colère et qu'on crie, non, c'est pas possible. Enfin, on va devoir vraiment faire attention à là où on en est, à respirer aussi,
à être dans le respect de cette bulle avec lui. Et lui aussi doit respecter notre bulle. On va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, l'ancrage avec la respiration toujours. Favoriser la détente, le lâcher-prise, développer l'autonomie, la responsabilisation, la construction identitaire, le respect de l'autre, la prise d'initiative, respect des règles. Voilà, avec un cheval qui fait 500-600 kg, il y a certaines choses qu'il ne faut absolument pas faire donc c'est important de bien connaître et apprendre tout cela. La prise d'initiative, donc identifier ses croyances et ses aptitudes, on en a parlé aussi au début quand je parlais des croyances limitantes. Donc là, ça va nous permettre aussi de réajuster certaines choses. Et puis, on peut se laisser surprendre par la découverte de plein de choses. Donc, je vais vous montrer l'équipe. Voilà. Alors, Murcia, c'est ma jument de cœur. C'est la première qui m'a vraiment donné envie de partager cela avec les personnes, puisque elle est dans cette aptitude-là de beaucoup de douceur. C'est un cheval extraordinaire. Et elle s'adapte à tout le monde. C'est vraiment la jument quand dans l'ordre des choses, quand des personnes me demandent à venir travailler avec les chevaux, un accompagnement avec les chevaux, ça va être Murcia souvent qui est la première pour faire connaissance, sachant que voilà, dans tout ce que je vous ai proposé, les chevaux sont partenaires sur 1 ou 2 séances si c'est la volonté, si c'est la demande. Ensuite, voilà, Désirée qui est notre mamie, puisqu'elle a 27 ans. Donc c'est une jument qui a un beau parcours de vie et c'est vraiment intéressant de la laisser faire et de voir comment elle peut s'approcher des fois des personnes qui ont une histoire, un certain âge et comme elle peut s'autoriser à venir voir les personnes C'était une jument qui ne s'autorisait pas à venir demander des câlins, de l'affection. Et aujourd'hui, elle avance en âge et on découvre ce besoin aussi d'entrer en relation avec les personnes. Et ce sont de chouettes moments aussi avec Désirée. Ensuite, il y a Gina, que nous avons depuis pas très longtemps. C'est une petite jument très fine et réactive et très intéressante dans sa partie, dans ses interventions, parce que justement, voilà, c'est pas Murcia, tout le monde peut aller la voir, Désirée aussi. Gina, on va aller la voir, mais avec certaines précautions. Elle est très très sensible et c'est une approche vraiment moi, ça m'a bouleversée au début. Elle m'a fait poser beaucoup de questions à cette jument de par sa sensibilité, son hypersensibilité, je dirais. Donc voilà, elle fait partie intégrante de l'équipe. Elle a toute sa place pour aller la voir en finesse. Ensuite, il y a les chats, oui, j'ai Roméo et Cachou, nos 2 ronrons thérapeutes, comme je les appelle, qui sont toujours présents et souvent viennent un petit peu mettre leurs pattes là pour amener faire partager aussi de l'expérience. Mais l'équipe n'est pas finie. Voilà, Mini, oui, j'ai oublié, c'est leur maman, la maman de Cachou et Roméo. Mais surtout au niveau de l'équipe des chevaux, le petit dernier, Kirikou, qui est un petit cheval miniature croisé avec un poney et qui est une petite boule de douceur, une petite boule de câlin. Et en même temps, il mesure pas plus de 1 mètre. Et du haut de ses 1 mètre, ça nous fait travailler beaucoup de choses aussi parce qu'il doit nous respecter et il y a des codes à respecter avec lui, c'est-à-dire quand on le promène ou quand on a une activité avec lui, il faut, même s'il est tout petit et qu'on a envie de lui faire beaucoup de câlins, il y a vraiment des choses à respecter pour pouvoir l'approcher et puis pour être en lien avec lui, pour être en connexion avec ce petit bout. Voilà par rapport à l'équipe des chevaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je vais vous montrer un petit peu voilà, le concret. C'est ce qu'on avait dit pour la 3e partie, avec quelques photos. Et puis un exemple de demande pour un petit peu synthétiser tout ce que je viens de vous dire. Alors, voilà, Murcia avec une petite fille de 8 ans. Ensuite avec un jeune enfant de 8 ans également,
qui a un enfant qui présente des troubles autistiques, avec Désiré, avec une personne en situation de handicap. Et puis la Kirikou, avec une personne adulte qui, pour reprendre confiance, eh ben, on a commencé aussi par Kirikou, Moursia, à côté. Moursia et Gina, qui d'ailleurs envoient la force du lien. On est en train de faire du soin à Moursia, qui par lien va faire un soin parce que les chevaux se gratouillent comme ça entre eux à l'autre jument qui est à côté, Gina. On voit encore un petit peu Kirikou, Moursia en plein tête-à-tête. Désiré en mode voilà, on a des juments qui sont vraiment tranquilles, elles sont toutes les deux couchées. Là en arrière-plan on voit Moursia, et puis cette image là qui me parle énormément. Quand tout à l'heure je vous disais de temps en temps dans la relation triangulaire, eh ben, je m'efface pour laisser place à ce lien, à cette connexion. Mais là on a vraiment sur cette photo en haut à droite ma jument Moursia qui est en totale liberté, hein. La plupart du temps ils sont en liberté quand selon les exercices, hein, évidemment. Et ce moment-là était un moment vraiment très très fort où voilà, je les ai laissées toutes les deux en tête à tête. Ensuite, on revoit Gina aussi qui avec toute sa sensibilité dont je vous ai parlé. Et puis les deux partenaires du départ, Moursia et Désiré, puisque Gina et Kirikou sont arrivés après. Alors, un exemple de demande, quelqu'un qui a envie de prendre soin une personne qui a envie de prendre soin d'elle et qui vient voir en disant « Je suis toujours énervée, je n'arrive pas à profiter de la vie, j'ai le sentiment de polluer ma famille, je voudrais que ça change et je voudrais me sentir mieux. » Donc on va évidemment prendre le temps d'étudier les contours de la demande, on va le reformuler en positif. Et ça va, donc c'est un exemple que je vous donne qui est fictif. Donc mes attitudes répondent toujours à de l'énervement et de la colère. Je voudrais mettre en place des actions pour gérer ces émotions désagréables et profiter de la vie. Voilà comment on peut reformuler une demande. Et ensuite, on va repérer les forces de caractère de cette personne. Les forces de caractère donc, sont la gratitude et la relation sociale. Et il y a une force qui est un petit peu dans la liste, je vous ai parlé de 24 forces, donc une qui était un petit peu en bout de liste, qui est la maîtrise de soi. Donc ça sera important de travailler par rapport à la demande de vouloir de gérer un peu sa colère, de développer la maîtrise de soi. Et on verra tout au long de l'accompagnement comment on va utiliser les forces de caractère. Donc on appelle ça, j'ai marqué OG, c'est un objectif général en fait, hein, c'est-à-dire que la personne, pardon, aujourd'hui l'état actuel, qui sont des émotions désagréables, vers un état souhaité qui sera de profiter de la vie et donc en développant des émotions agréables. Pour cela, on va proposer plusieurs, entre les séances, sur un premier objectif spécifique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque la colère arrive, je respire, je l'accueille. Par exemple, je vais boire un verre d'eau, puis je repère quel est mon besoin à cet instant précis. Là, on va utiliser la force maîtrise de soi à développer, puisqu'il va falloir prendre le temps de se poser, d'accueillir cette colère et de ne pas la laisser exploser, en fait. Ensuite, on va sur une deuxième action, ça va être le soir avant de me coucher, je repasse les bons moments de la journée, j'observe pourquoi et comment ça a été un bon moment, avec la force gratitude, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est intéressant de le faire pour vous tous les jours au quotidien, de vous dire, tiens, faire un petit peu le bilan de la journée, ça peut être même le soir au repas ensemble, ça peut être de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'agréable aujourd'hui et comment je me suis sentie. Donc là, c'est un petit peu un objectif de cet ordre-là. Il pourra y avoir une autre action qui sera de mettre en place une activité. Donc c'est une personne qui, dans le suivi, aime la danse, par exemple. Donc ça serait mettre en place une activité de danse une fois par semaine, avec la force relation sociale. Et ensuite, un dernier objectif qui sera de pratiquer 1 ou 2 séances avec les chevaux pour travailler cette maîtrise de soi. Parce qu'avec les chevaux, on est vraiment obligé de travailler la maîtrise de soi. Voilà pour vous donner un exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va passer à la conclusion. En fait, j'avais pris plein de notes, mais je me suis pas servi de mes notes. Donc, si
si vous avez des questions, vous pouvez noter dans le chat, je pense, et puis moi je pourrais vous y répondre a posteriori, hein, bien sûr, n'hésitez pas, avec plaisir. Donc la conclusion de tout ça, c'était de dire que on a tous besoin de prendre soin de soi, et puis de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Là, on traverse une période vraiment très très difficile avec cette crise sanitaire, et on est peut-être c'est encore plus important de cultiver des émotions agréables, d'arriver à repérer ce qui va bien, pour pouvoir traverser, pour pouvoir développer un peu notre flexibilité, pour appréhender les choses qui sont difficiles. Donc c'est vraiment important de prendre soin de soi aujourd'hui encore plus que... Enfin, c'est tout le temps important, je dirais, mais encore plus maintenant. D'ailleurs, ce que j'ai marqué, c'est que oser aller à la rencontre de soi-même est courageux, et cela change la vie. Oui, c'est courageux. C'est pas forcément évident de venir et de se dire bon ben là, aujourd'hui, je sens que ça va pas. On a tendance à balayer. Souvent, des personnes qui ont beaucoup d'énergie vont dire oh, mais ça va passer, et puis on continue et on se rend pas compte qu'on accumule beaucoup de choses. Et à un moment donné, ben, on entend parler aussi de burn-out, on entend parler de dépression, de gens qui sont malheureux, il y a tellement de choses, et on peut vraiment agir sur ces choses au quotidien. Ça change la vie, c'est vraiment important. On est tous passés, on traverse tous des périodes compliquées, et de changer notre relation à ces choses compliquées, d'essayer de poser les choses différemment, ça nous permet d'avancer vraiment de manière plus agréable et plus souple. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette belle citation du Dalai Lama. Vous êtes maître de votre vie, et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. D'où l'importance d'aller voir un petit peu là, au creux de notre vie intérieure, d'aller se rencontrer. C'était un petit peu ma phrase du départ, où on va se rencontrer soi-même, et puis avancer vers ce qui va bien. Je vous remercie. J'espère que c'est pas facile de parler comme ça sans avoir les personnes, et d'être dans l'échange, de faire pratiquer les exercices. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'espère que cela pourra vous apporter quelque chose. Je reste disponible donc pour partager avec vous. Si c'est par le chat, ben, je répondrai a posteriori. Si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. On peut vous proposer, il nous reste 10 petites minutes. Je suis peut-être allée un petit peu vite. C'est vrai que je suis passionnée par tout ça, et des fois je parle. Bon, là c'était le cas, hein, puisqu'on n'était pas en interaction. Et si vous avez des petites questions, des précisions à demander, ben, on a ces 10 petites minutes à vous accorder, et que je m'accorde. Voilà.
Et voilà, on est de retour du coup. Je vais être un petit peu le médiateur du chat, on va dire, de l'espace de discussion, que je vais mettre justement à côté. Ouais. Voilà. Je vais poser du coup quelques questions, parce que donc, durant la présentation, il y a quelques questions qui me sont venues. D'abord, tout d'abord, comment ça vous est venu ces outils-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose dans votre, peut-être aussi dans votre profession, ça vous est arrivé souvent de l'utiliser? Comment ça vous est arrivé? Oui, alors la réponse est oui, ça fait longtemps puisque j'ai une carrière de 27 ans dans le médico-social auprès de personnes de publics fragiles et ça fait depuis toutes ces années-là où j'ai eu accès à de l'analyse de pratiques professionnelles, à des interventions avec des professionnels qualifiés dans le prendre soin et j'ai toujours pratiqué que ce soit donc des activités avec le yoga, je fais aussi de la danse, alors j'en parle parce que la danse c'est aussi important, la danse orientale. Et c'est des choses que je transmets aussi à certaines personnes parce que être bien dans son corps, c'est aussi important. C'est quelque chose, évidemment, j'ai complété tout mon cursus professionnel par des formations, puisque j'ai des certifications par rapport à la psychologie positive. Je continue à me former tout le temps, parce que ça me passionne. Je suis actuellement en formation de sophrologue aussi, donc c'est une formation qui me passionne et qui va complètement avec ce dont j'ai parlé, puisque c'est aussi de l'harmonie entre le corps et l'esprit, et ça complète vraiment la palette de ce que je peux proposer pour prendre soin de soi. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. D'accord. Et justement, même le côté animal de la chose, oui. C'est vraiment quelque chose qui vous arrivait d'un coup ou c'est plus parce que vous avez dit à un moment où vous étiez avec un animal et vous avez remarqué que ça avait... Alors ça, je peux vous répondre très précisément. Personnellement, en fait, ma mère m'a dit que j'avais 3 ans et je demandais à avoir un cheval à 3 ans. Donc ça a commencé très tôt. J'ai eu ma première jument qui est Moursia assez tard, j'ai quand même fait un beau parcours avec elle puisqu'elle a 20 ans et je l'ai eue, elle avait 2 ans et demi. Et c'est vrai que donc j'ai appris à monter à cheval, j'ai fait beaucoup dans différents clubs. Et par rapport à la relation comme ça, très forte avec les chevaux, le fait de les avoir à la maison comme ça, nous les chevaux sont vraiment, c'est d'ailleurs le lieu où j'accueille les personnes, c'est un lieu non conventionnel, on n'est pas dans des bureaux, on est à la maison. Les chevaux sont juste, ils font partie, on ouvre la fenêtre du salon, le cheval peut passer sa tête. Donc on vit avec eux au quotidien. Et ma jument Moursia, ça a été vraiment quelque chose de très, très fort. J'ai repéré ses aptitudes, donc elle avait à peu près 3 ans. Par rapport aux personnes en situation de handicap, notamment auprès d'une amie qui venait, à chaque fois qu'elle venait avec son fauteuil électrique, ma jument avait une attitude complètement différente de ce qu'elle pouvait avoir avec d'autres personnes. Elle posait sa tête sur ses genoux, mais vraiment à fermer les yeux. Et c'était des moments vraiment très très forts qui, à chaque fois, moi, ça me bouleversait de voir que cet animal qui peut être très impressionnant pouvait être dans ce rapport à l'autre, à la personne en difficulté. Et voilà, et ça a été... on voit aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les actualités ou sur les réseaux sociaux, ce cheval qui rentre dans les hôpitaux, il s'appelle Peyo, c'est vraiment extraordinaire. Et nous, on a le projet avec notre petit Kirikou, justement, de pouvoir aller dans les EHPAD, de pouvoir amener cette petite frimousse-là de douceur auprès des personnes qui peuvent passer un petit moment avec eux. Et c'est un projet qui pourrait arriver. Ah oui. Il est là, il est petit tout, hein, il a 1 an, donc il est en pleine éducation, et il n'y a aucun problème, il a tout à fait les aptitudes, mais tous en fait. Gina, c'est pareil, c'est une jument qui est très fine, qui est très sensible, et oui, c'est un projet qui aboutira, c'est forcé, parce que je l'ai vraiment dans le cœur. Et est-ce que justement, vous avez parlé, ça m'a fait un peu rire au niveau des docteurs chats, je ne sais plus comment vous avez dit. Les ronrons thérapeutes. Voilà, les ronrons thérapeutes. Est-ce que justement plusieurs thérapeutes, donc animales, ont plusieurs patients? Ça veut dire, est-ce que plusieurs personnes qui viennent, est-ce qu'ils vont voir du coup plusieurs animaux ou ils ont vraiment un seul Alors voilà, ça c'est vraiment aussi ce qui se passe d'une séance à l'autre, et on adapte. Moi j'aime beaucoup travailler aussi au feeling, à l'intuition. Notamment on a un petit garçon qui était venu, la maman voulait qu'il découvre les chevaux. Et en fait, les chevaux, il en avait... Mais alors, ça ne l'intéressait pas du tout. Pourtant, Kirikou, qui est tout mignon. Et puis, en fait, la maman me dit, mais non, je pense que même le nom... Il n'aime pas l'histoire de Kirikou. Je dis, ça... Les chevaux, on est allé les voir, c'était juste, il est passé comme ça, il les appelle. Par contre, quand il a vu les chats, dont ce Roméo qui est fantastique, c'est un petit chat qui est vraiment... moi, il me suit des fois sur des balades de 2 km, comme un petit chien. Il est très, très, très affectueux et puis très expressif.
Et ben voilà, là c'est souvent que j'ai un autre petit garçon qui vient et qui adore ce chat. Et donc on va partager la séance à ce moment-là, c'est-à-dire comme ça, il y a un temps avec, selon la demande de la fois d'avant, c'était aujourd'hui je veux apprendre à faire ça avec le cheval, on va faire un petit parcours, on va travailler sur telle émotion ou sur ce qui s'est passé dans la semaine s'il y a eu une crise, une difficulté. Et puis ensuite, souvent, les chats, on ne peut pas les obliger à être là. Donc hop, les chats qui apparaissent et on va un petit peu continuer la séance avec les chats sur quelque chose. Donc ça pouvait être, à un moment donné, une des demandes, c'était je voudrais pouvoir porter le chat dans mes bras parce que c'était quelque chose qu'il n'avait pas fait ou qu'il appréhendait. Donc on est allé avec ce Roméo répondre à sa demande. Donc souvent ça partait d'un animal à la base pour traiter une émotion et au final ça partait sur un autre animal pour on met du et. On a parlé des outils de communication, moi je mets du et. Exactement. Voilà, et ça ouvre. D'accord. Et du coup, est-ce que justement vous avez eu déjà pas mal de personnes qui sont venues pour traiter des émotions? Est-ce que c'est souvent des demandes pour traiter des émotions ou des fois c'est juste pour... Ça peut être, si vous voulez des exemples de demandes, oui, on parle de toute façon, on en revient toujours aux émotions parce qu'elles guident notre vie en fait. On est quand même toujours à la recherche d'émotions agréables. Ça fait partie on va dire, du processus. Et en même temps, j'ai une personne qui m'a demandé, qui est venue pour perdre du poids, qui n'arrivait pas à perdre du poids. Et donc on est parti sur ce travail des forces de caractère, sur comment on a articulé ça sur quelques séances. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a perdu ses 10 kilos. L'objectif c'était 10 kilos. En novembre, et là, il n'y a pas très longtemps, on a fêté cette réussite par rapport à ce travail que la personne a pu faire sur elle-même. Là, c'était un accompagnement où je pense qu'il n'y avait pas les chevaux qui ont été partenaires. Après, ça peut être une personne qui veut changer de travail et qui n'arrive pas vraiment ou à prendre une décision ou qui pense qu'il faut changer de travail et est-ce que c'est bien la bonne décision. Ça peut être un problème aussi momentané dans le couple, une maladie aussi. C'est vrai que ça qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les personnes concernées par le cancer. C'est vraiment, ça fait partie je crois on l'a vu dans la petite vidéo, je pense que j'en ai parlé aussi. C'est quelque chose d'important pour moi d'accompagner aussi les personnes. Donc c'est vraiment toutes les demandes pour à un moment donné se prendre soin de soi, se faire c'est vraiment une méthode pour aller de l'avant. Oui, c'est ça, on est complètement, si à un moment donné une personne vient et puis n'est pas du tout parce que là il y a vraiment un engagement, hein. On part et on va dire que voilà, je suis décidée à changer les choses, on va bouger les choses parce que si on peut faire, il existe des thérapies de soutien où on est dans du dialogue non, là il y a vraiment des actions à mettre en place d'une fois sur l'autre. Quand la personne revient, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Si telle action n'était pas bien mesurée, c'est que pourquoi et comment, et on avance et on réajuste. C'est vraiment du sur-mesure en fait, par rapport à une demande, par rapport à une problématique. Voilà. Et est-ce que du coup vous avez une séance avant avec la personne pour connaître bien ses demandes précises, ou est-ce que c'est plus au moment où ils arrivent, vous arrivez à voir comment avec un animal elle s'intéresse, quelle émotion alors la première séance est justement gratuite pour voir ce que la personne voudrait travailler, ce qu'elle a sa demande, et puis surtout de voir si elle s'entend bien aussi avec moi, avec ce que je propose, avec les méthodes. J'explique vraiment tout ce que je peux utiliser comme outil. Et puis ensuite on va commencer un petit peu à parler de la demande, à affiner, et petit à petit les choses vont se resserrer forcément, puisque voilà. Évidemment que pendant les séances ça va forcément rebondir sur d'autres choses à un moment donné, puisque quand on va travailler, on peut travailler sur la perte de poids, puis à un moment donné, il va y avoir d'autres choses qui sont en résonance avec la problématique. Et bien, les émotions en lien, des choses comme ça. C'est ça. Donc on réajuste aussi en permanence. Ça, c'est très très important, et c'est vraiment là où on est la personne et on progresse ensemble. D'accord. Du coup, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions aussi et d'être venu faire votre présentation avec nous. J'espère que ça vous a plu un petit peu le format. C'est vrai que c'est un peu particulier. Oui, c'est vrai que moi j'aime beaucoup être en échange, et en même temps je pense qu'on a fait au mieux. Moi je vous remercie beaucoup parce que ça me permet de me conforter encore une fois dans ce que je fais, parce que on parlait tout à l'heure de savourer ce qui va bien. Moi je savoure ce que je fais aujourd'hui. Ce travail, c'est un métier passion, je le savoure, et c'est pour ça que j'ai besoin de le partager
partager aussi. Bon, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très, très gentil d'être venu présenter. Alors la suite du coup du programme, ça va être donc de la préhistoire dans les Hautes-Alpes, pardon. Donc il va arriver avec Monsieur Maximin qui est en partenariat, enfin qui participe en partenariat avec l'UTL, donc l'Université du Temps Libre de la Ragne, pardon, je bégaye un peu. Voilà, donc je vais juste vous mettre un petit, donc je vais couper et je vais relancer dans un instant et voilà pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci.